Et s'il y avait d'autres façons d'apprendre, comme par exemple en voyageant à travers le monde? Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose de découvrir le témoignage d'Élodie Jacques qui a décidé de déscolariser ses enfants pour voyager à travers le monde. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Élodie! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc je suis Élodie Jacques, je suis maman de deux enfants, une fille de 9 ans et un petit garçon de 5 ans. Je me définis comme une aventurière et ça va être très en lien avec le sujet qu'on va aborder. Et puis je suis thérapeute corporelle et j'ai créé aussi à côté de mon activité où j'accompagne les femmes à se libérer émotionnellement de toutes les situations conflictuelles qui a pu leur causer des dommages justement au niveau du corps. J'ai créé aussi un réseau d'entrepreneurs dédié à l'épanouissement familial justement pour œuvrer et puis comme toi pour aller permettre à des enfants, des adolescents, des parents de mieux se comprendre et de trouver des solutions en fait pour aller mieux. Super, top présentation, effectivement, on va parler d'aventure aujourd'hui. Alors ça commence avec justement pourquoi as-tu décidé de déscolariser tes enfants? Oui, alors j'ai décidé de les déscolariser, c'était en septembre 2020, après 15 jours d'école, parce que j'ai vu nettement la différence entre l'été où ils étaient épanouis, ou même s'ils allaient à un centre de loisirs, ça se passait plutôt bien, et au bout de 15 jours d'école, ils étaient comme métamorphosés et des cocottes émotionnelles en rentrant le soir après l'école. Et là, je me suis dit que si on continuait l'année comme ça, l'année allait être très 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 longue, malgré mes outils de libération émotionnelle et malgré le fait que je les accompagne justement à libérer leurs émotions, à voir qu'est-ce qui se joue à travers tout ce qui peut venir quand il y a des émotions comme ça qui viennent. Mais c'est vrai que je me suis vraiment posé la question de ce changement de comportement et chose nouvelle, les enfants commençaient à pleurer pour pas retourner à l'école. Alors mon petit, il a eu une première année assez chaotique puisque ça a été l'année du premier confinement, donc forcément en petite section, c'est quand même assez particulier pour commencer sa vie dans l'école. Et ma grande qui est très sensible, qui a au potentiel, donc qui a des besoins particuliers, elle a toujours elle a toujours aimé l'école, mais là vraiment on sentait que c'était difficile. Donc ça n'a pas fait un pli. En général, je prends mes décisions très rapidement. Donc je dis bon bah c'est pas grave, on va s'organiser, mais je les garde avec moi à la maison et c'est ce qu'on a fait et puis on s'est ajusté avec le temps. Super, et en plus de ça, du coup là, finalement, vous voyagez aussi, donc est-ce que ça arrivait la même année? Comment ça s'est passé? Et ben la décision est arrivée peu de temps après parce que c'est vrai que à l'origine quand on les a déscolarisés, on voulait créer avec mon mari des séminaires d'entreprise. On était un petit peu plus sur ce créneau-là. On voulait créer ça en France et on s'était dit, ben, justement, de se déplacer avec les enfants, ça sera beaucoup plus facile que, que de devoir gérer des gardes alors qu'on était dans une région où on n'avait absolument pas de famille autour de nous. Et c'est vrai que les choses ont évolué, on voyait le climat en France, tout ça, nous, ça nous plaisait pas vraiment. Et je m'étais dit, moi, je veux pas continuer en fait à faire grandir mes enfants dans un climat comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité? Et en fait, tout est parti de là. Et moi, j'ai eu le rêve de voyager déjà depuis très très longtemps, mais je me le suis jamais autorisé quand j'avais 18-20 ans parce que j'avais une forte pression familiale, parce qu'on m'a dit, mais t'es une fille, tu peux pas voyager toute seule, mais t'es pas capable. Donc, j'avais pas du tout confiance en moi pour le faire. Et là, l'idée a commencé à germer. Et puis, quelques mois avant, pendant le premier confinement, ma fille avait lancé un petit peu les choses en disant, mais de toute façon, un jour, on ira habiter à Tahiti. Bon, sur le coup, je me cache pas que je dis, ouais, bon, alors, on avait déjà 2 ans avant déménagé, on avait fait une diagonale, puisqu'on est parti d'Alsace
pour aller déménager à côté de La Rochelle. C'était déjà pas mal parce que mon mari travaillait dans une autre région, enfin c'était déjà toute une organisation, mais on avait réalisé notre rêve de venir vivre au bord de la mer. Là quand même, Tahiti, ça faisait 15 000 kilomètres, c'était pas vraiment la même organisation. Mais c'est un rêve que j'avais depuis mes 15 ans, mais que j'avais mis dans une boîte, parce que comme bon nombre d'entre nous, il y a le rêve, et puis il y a ce qu'on nous dit, et puis du coup on les oublie, et puis finalement ça reste en l'état. Et du coup les choses ont fini par germer, et on s'est dit, bah ouais c'est vrai, pourquoi on le ferait pas? Et puis quand en septembre on les a déscolarisés, on s'est rendu compte qu'en fait c'était finalement le dernier obstacle à bouger, et puis à pouvoir voyager et faire comme on avait envie en fait. Hmm. Et de là, alors finalement, on n'est pas arrivé en Polynésie, ça on parlera des destinations peut-être après, mais du coup, ça a été le point de départ effectivement pour prendre cette voie-là et puis pour se dire, on va mettre les choses en place, mais ok, on vend tout et puis on va voyager en famille. Trop bien. Et du coup, vous avez commencé par quel pays? Du coup, on est arrivé au Mexique. Alors pourquoi le Mexique a rien à voir avec la Polynésie? Tout simplement parce que quand on est parti en juin de l'année d'après, donc en juin 2021, le Mexique était ouvert. C'était un des rares pays où c'était facile d'accès, il n'y avait pas besoin de vaccin, il n'y avait pas besoin de tests même. Euh, et la Polynésie était fermée à ce moment-là, il y avait impossibilité d'y arriver. Donc on s'est dit plutôt que de repousser le départ, eh ben on va partir au Mexique et puis on va y rester quelques mois et puis on ira en Polynésie après. Bon, les choses ont fait qu'au bout d'un an, on est toujours au Mexique. Donc, et c'est ça qui est magique avec ce type de décision et ce type de vie, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on prévoit et il y a ce qui arrive et c'est pas du tout pareil. Et voilà, et ça nous a fait plein d'aventures ici et des raisons qui ont fait que finalement on a choisi de rester ici plutôt que de voyager ailleurs parce qu'il y a eu reconfinement, restriction et que ça a fait que du coup c'était plus compliqué de faire ce qu'on avait envie de faire au départ, mais voilà, mais il y a toujours un sens à tout ça. Et du coup, finalement, vous êtes resté au Mexique. Est-ce que vous avez un petit peu bougé ou vous êtes vraiment resté au même endroit? On est plus ou moins resté dans la même région, effectivement, parce qu'on a eu aussi des challenges ici, des aléas, parce que on a eu, notamment, on s'est fait arnaquer plusieurs fois. Enfin, on a eu quand même des aventures assez rocambolesques ici. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a un peu moins bougé que prévu, mais ça nous a vraiment permis de nous immerger aussi avec la culture locale. Et nous, c'est ça qu'on voulait apporter aux enfants. C'était pas forcément aller voir les lieux touristiques, même si c'est sympa de Mm. faire quand même quelques petites choses, mais nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est leur montrer un autre style de vie, d'être immergé avec les locaux. Nous, c'est ce qui nous parle vraiment. On a été vivre 3 mois dans la jungle, un mois dans un camping et 2 mois dans un hôtel pension de famille où on travaillait un petit peu avec eux pour être, on appelle ça du woofing. En fait, on travaille quelques heures contre hébergement et dans certains cas même contre nourriture. Et ça nous permet d'être vraiment immergés avec des locaux. Et puis les enfants étaient heureux comme tout, au milieu de la jungle, dans la nature. Enfin voilà, ça a été une expérience vraiment enrichissante, quoi. C'est génial. Alors du coup, justement, comment tu t'organises au quotidien avec eux? Est-ce que tu suis le programme de l'Académie française? Comment ça se passe du coup pour eux au niveau de l'école? Oui, alors nous on a opté pour une méthode qu'on appelle unschooling, ça veut dire qu'on va vraiment suivre les besoins de l'enfant, mais ça va pas être un style d'école à la maison où on les fait asseoir derrière un bureau, où c'est très académique, parce qu'il y en a qui procèdent comme ça, et c'est ça qui est génial dans l'école à la maison, c'est que tu as une multitude de façons de le faire. Il y a des personnes qui vont passer par des organismes extérieurs. Il y a des personnes qui font ça de manière très académique. Alors, très académique, pour mes enfants, ça marche pas du tout. C'est impossible parce que ma fille, justement, étant haut potentiel, elle a besoin de voir des formats différents. Et si je la mettais derrière un bureau, déjà, le fait de ne pas bouger, c'est très très compliqué pour eux. Ils sont pas du tout ils sont pas du tout formatés comme ça. D'ailleurs, la plupart des enfants ne le sont pas, mais se suradaptent en fait à la façon dont on fait l'école aujourd'hui, en tout cas en France. Euh, et nous, on a vraiment cherché des formats du coup différents pour apprendre en fait avec eux
et ça donne qu'on apprend tout le temps, partout. En fait, je leur ai appris que l'apprentissage a pas de frontières. C'est pas de 8h à midi, c'est pas du lundi au vendredi, c'est pas hors vacances scolaires, c'est tout le temps, partout. Et ça fait que ça donne quelque chose déjà de beaucoup moins lourd parce qu'il n'y a pas ah mais tel jour on se repose ou non, en fait ça fait partie de la vie au même titre que de respirer. Donc ça nous est arrivé de faire de la géographie dans la piscine parce ils avaient reçu un ballon gonflable avec la carte du monde, donc on fait de la géographie en même temps qu'on est dans la piscine. On apprend des choses en fonction des lieux où on est. Et du coup, ça a donné des choses où l'apprentissage est beaucoup plus libre et beaucoup plus cool, et ça les a beaucoup déculpabilisés en fait par rapport à l'école. Alors, D'accord. mon fils avait juste eu un semblant de petite section puisque c'était à cheval sur l'année 2019-2020. Mm. Mais ma fille, on sentait qu'elle était très formatée par l'école et ça lui causait énormément de crises d'angoisse parce qu'à force de fiches de lecture, bah, tous les jours pendant le premier confinement, elle avait comme développé une phobie de tout ce qui ressemblait à une fiche de lecture ou une feuille où il fallait écrire et se mettre à un bureau. Enfin, ça lui déclenchait vraiment des crises émotionnelles parce que elle en pouvait plus, quoi. Mm. Et puis, on sentait qu'il y avait énormément de rigidité de l'école, de choses où elle avait soif d'apprendre, mais où on lui a mis des barrières, où on lui a dit, bah non, ça c'est ton niveau, donc tu vas pas aller sur des trucs au-dessus de ton niveau, commence déjà par apprendre ça. Donc on lui a mis des freins, et puis elle se sentait vraiment étriquée en fait. Mm. Donc on a vraiment ouvert ça, on a déconstruit pas mal de choses par rapport à l'école parce que ça, au niveau émotionnel, c'était très compliqué pour elle à gérer. Ouais. D'accord. Et du coup, comment ça se passe un petit peu au quotidien? Parce que toi, du coup, tu dois quand même aussi travailler à côté. Donc, comment tu gères le fait qu'il soit avec toi? Du coup, ton mari est aussi là. Comment vous faites un petit peu votre organisation? Genre, une journée typique avec vous, comment ça se passe? Alors les journées se suivent mais se ressemblent pas, donc ça dépend des journées. Mais globalement, moi je travaille beaucoup le matin puisque c'est les heures qu'on a en commun avec l'Europe. Mhm. Puisque à partir de 14h chez nous, bah, il est 21h, donc de toute façon après, j'ai beaucoup moins de contacts. Mais donc je travaille essentiellement le matin, mon mari prend le relais avec les enfants, et puis ensuite en général l'après-midi, c'est moi qui m'en occupe, et on fonctionne comme ça, et puis après on a on va dire une organisation souple, quoi. Il y a des fois dans la journée, si j'ai pas de rendez-vous, ça peut m'arriver en pleine semaine de pas travailler 1 ou 2 jours. Je vais être avec eux et puis je vais retravailler le week-end parce qu'il se trouve que j'ai des visios ou des choses à caler le week-end. Et puis en fait, on arrive à s'organiser de façon souple pour l'instant comme ça, ouais. D'accord. Et par rapport au programme scolaire, entre guillemets, est-ce que tu te fais une sorte de planning pour eux, pour leur apprendre des choses, ou tu fais au feeling? Comment tu fais par rapport à ça? Pour l'instant, on a fait beaucoup au feeling. Là, on est en train de mettre un peu plus de structure parce qu'on se rend compte qu'il y en a, les enfants ont évolué et que là, il y a besoin d'un petit peu plus de structure. On ne suit pas exactement le programme, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils apprennent qui ne sont pas du tout au programme. Et puis il y a d'autres choses où on sent que c'est un petit peu plus difficile, notamment pour mon fils qui a 5 ans. Lui, les lettres, tout ça, ça a pris un petit peu plus de temps que dans le schéma classique. Mais en même temps, il est de fin d'année, je respecte énormément aussi son rythme biologique. Et puis, c'est aussi se donner l'opportunité de leur laisser la liberté d'apprendre aussi à leur rythme, parce que 2 enfants, c'est pas du tout le même fonctionnement. Bon, déjà, j'ai une fille, un garçon, Mhm. déjà, c'est pas du tout pareil, mais même 2 enfants du même sexe, ça fonctionne pas pareil. Et je suis toujours en recherche justement d'aller creuser leur fonctionnement naturel, notamment à travers des outils de développement personnel, pour voir qu'est-ce qui est le plus adapté à eux, et les mettre aussi sur des projets qu'ils ne feraient pas à l'école. Ma fille en ce moment, elle est en train de se former à travers des tutos parce qu'elle veut apprendre la couture, et elle se forme à certaines choses pour pouvoir après les utiliser quand on va revenir en Europe et puis qu'on va pouvoir acheter une machine à coudre, tout ça. Mais elle a énormément de projets, elle a tenu un blog, enfin, et elle a que 9 ans, donc il y a des choses où on est largement pas sur le programme de l'école, et puis il y a des choses où on est un peu plus souple
parce que en fait, on garde cette souplesse pour qu'ils apprennent, mais tout en étant bien épanouis sans que l'apprentissage devienne une charge. Hmm. Du coup, est-ce que tu vois vraiment une différence entre tes enfants qui étaient à l'école et maintenant, sachant que bon, ton plus petit, il a pas eu le temps d'être trop imbibé dans le système scolaire, mais du moins, je pense que tu as dû voir la différence avec ta fille, sûrement. Oui, et ben, elle est beaucoup plus apaisée. Elle est beaucoup plus apaisée, elle est beaucoup plus calme. Alors l'émotionnel, c'est le yo-yo émotionnel toujours chez elle parce que le haut potentiel a énormément de justement de vagues émotionnelles, mais on l'accompagne là-dedans et puis on sent il y a plus de choses qui s'ancrent et puis elle gagne en confiance parce que du coup on la bride pas, on n'est pas en train de lui dire oh non mais ça c'est pas ton âge ou réfléchis à ce que tu veux être quand tu seras plus grande. Non non, c'est pas notre discours, nous c'est qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et ça, c'est quelque chose qui l'a fait énormément gagner en confiance parce que du coup, elle a même créé comme elle baigne dans tout ce qui est développement personnel avec moi, elle a créé des visualisations pour un de mes programmes justement sur les apprentissages en famille que j'ai créé au mois d'octobre l'année dernière, qui est un programme en ligne justement pour les parents, pas pour leur dire comment aider leurs enfants à apprendre parce que l'enfant apprend naturellement, mais pour leur donner justement toutes les clés émotionnelles, parler de lâcher prise, parler du regard des autres, parler de plein de choses qui impactent l'apprentissage, qu'on ait des enfants qui fassent les devoirs, qui sont à l'école, ou qu'on ait des enfants en instruction en famille, et ben, les parents souvent se chargent vraiment de lourde culpabilité par rapport à ça. Et je lui ai donné l'opportunité de créer des visualisations ou des petites vidéos pour ce programme-là. Donc ça, c'est des choses où ça lui a vraiment fait gagner en confiance et ça donne une ouverture qu'elle n'aurait pas avec l'école, parce qu'il y a des choses où on n'aurait pas le temps matériel de le mettre en place dans la semaine non plus, quoi. Ouais. Et du coup, comment ça se passe après par rapport au fait peut-être comment ils font pour avoir des amis de leur âge ou est-ce que vous avez trouvé peut-être des activités autour de chez vous pour qu'ils puissent rencontrer d'autres enfants? Oui, ben c'est pour ça qu'on on va uniquement on est dans des résidences où il y a des enfants, donc ils sont énormément en contact avec les locaux et nous c'est ce qu'on voulait. On voulait pas se retrouver dans des choses en bord de plage où il y a beaucoup de touristes et finalement ils étaient avec des Français Mm. ou d'autres nationalités, mais on voulait vraiment les immerger en fait dans la culture ici. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils parlent tous les deux espagnol. Alors, le petit, c'est encore quelques mots et quelques Mm. phrases, mais je trouve ça génial déjà à 5 ans d'avoir appris l'espagnol sur le tas. Ma fille à 9 ans, elle arrive à se débrouiller, à tenir des conversations, des fois mieux que nous déjà. Mhm. Donc, c'est génial. Et du coup, d'être immergés, ils ont tout le temps des copains parce qu'en fait, il y a une communauté d'expats assez importante aussi ici. On a rencontré des Québécois, on a rencontré plein d'expatriés, plein de nomades en famille aussi qui étaient de passage. Donc des copains, là, en l'espace d'un an, ils en ont eu plein. Et puis on va régulièrement dans des lieux, dans des parcs, dans des endroits où ils vont être en contact de toute façon D'accord. avec les enfants. Donc c'est souvent la question qu'on se pose quand on est en instruction en famille. On a l'impression que les enfants, ils sont coupés du monde, alors que c'est tout le contraire. Ils ont des tonnes de copains. Et là, ils ont des tonnes de copains de différentes nationalités. Ma fille, elle parle autant anglais qu'espagnol que français avec des Québécois de la résidence. Donc c'est top, quoi. Ouais, c'est hyper riche pour eux, du coup, c'est trop trop bien. Et comment tu vois la suite pour eux? Et est-ce que vous avez du coup des prochaines destinations en vue? Comment ça va se passer un petit peu la suite? Oui, bah, ça a été une réflexion des dernières semaines parce qu'au départ, on voulait vraiment partir en Polynésie, puis on s'est rendu compte qu'il y avait des contraintes qui allaient être compliquées, notamment pour le travail. Le fait qu'il y ait 12 heures de décalage avec l'Europe, eh ben, je connais des entrepreneurs que ça a freiné, qui sont revenus. Il y a d'autres choses qu'on a mis en réflexion, puis des projets qu'on voulait développer, mais qui étaient viables uniquement en Europe. Donc finalement, on est en train de s'organiser là pour partir en Espagne. On a l'intention d'aller vivre en Andalousie pendant quelques temps. Trop bien. Et voilà, on a un projet d'écolieu pour les familles qui nous trotte depuis un moment. Et il se pourrait bien que ça soit l'Espagne où on va s'implanter. Donc on sera amené à moins bouger, mais on a envie d'avoir quand même un port d'attache en Europe et après de se donner la liberté de bouger quand même à travers le monde, mais
mais d'avoir un besoin, en tout cas d'avoir un point d'ancrage, parce que c'est un besoin aussi de mon mari et ma fille a exprimé aussi ce besoin-là. Moi, j'ai moins ce besoin d'avoir une attache quelque part, mais c'est aussi ça, en fait, de voyager en famille, c'est que c'est un projet familial, c'est pas juste le projet d'une personne, et c'est que sans arrêt, on regarde avec les enfants si le projet leur correspond, si c'est en accord avec eux. On a toujours tout fait en accord avec eux, on leur en a parlé dès le premier jour, on prend les décisions avec eux. Et il y a certaines personnes qui regardent ça, qui trouvent ça un peu bizarre parce que disent, mais ils ont que 5 et 9 ans, quoi. Alors oui, Mm. nous, notre génération, on était plus dans une éducation où on avait juste à suivre le mouvement et puis c'était comme ça. Mais nous, c'est pas du tout notre vision des choses. Et c'est aussi ça, c'est que du coup, on crée et on fait évoluer le projet avec eux. Donc là, notre prochaine destination, c'est l'Andalousie. Et puis on est en train de s'organiser en fonction. Ouais. Super. Et du coup, tu vas les remettre dans un établissement scolaire là-bas ou tu les gardes quand même avec toi? Ben, ça a été une question parce qu'à un moment donné, ils voulaient retourner à l'école, puis on s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient en manque d'activités sportives parce qu'on n'avait pas forcément trouvé ici sur place. Ça s'était pas forcément bien goupillé en fonction des points où on était. Mais, euh, mais finalement, on s'est rendu compte que l'école, c'était pas du tout ce qu'ils recherchaient. Donc, on va continuer comme ça. Simplement, mais on va mettre plus de structure, on va prendre quelqu'un aussi qui va apporter un soutien scolaire pour qu'il y ait aussi un regard extérieur par rapport à Mm. tout ça. Et puis on a déjà des activités sportives et des activités culturelles en vue, puisque ma fille enfin, elle fait du cirque depuis l'âge de 4 ans, donc et justement, on va dans un endroit où c'est un peu la capitale du cirque, même si elle va en faire après au niveau professionnel, Trop donc bien. du coup, on a pris ces décisions aussi du point de chute en fonction de tout ça, en fonction des enfants, en fonction de ce que nous on veut y vivre. C'est vraiment important en fait de sentir que c'est pas juste un lieu, mais que c'est une ambiance, c'est comment en fait, qu'est-ce qu'on veut vivre là-bas. Et en fonction de ça, eh ben, on prend nos décisions en fonction, quoi. Trop bien. Du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors le message que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment si c'est quelque chose qui vous appelle, si vous rêvez de voyager en famille, si vous êtes déjà posé la question, mais que vous vous êtes dit non, mais c'est trop compliqué avec les enfants, comme moi j'ai pu me le dire parce qu'il y a encore 2-3 ans, c'est ce que je me disais. Donc, comme quoi ça peut aller très très vite. C'est vraiment de vous écouter et de le faire parce que je pense vraiment que la vie est faite pour expérimenter, pour vivre des choses et qu'il n'y a jamais rien de définitif. Donc, on peut très bien vivre ça pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 10 ans, peu importe. Et après, à tout moment, en fait, en fonction de ce qu'on ressent à l'intérieur, en fonction de nos expériences, parce que il y a la théorie, en fait, dans ce genre d'expérience et il y a la pratique. Moi, je m'étais renseignée de tous les côtés et ce qu'on a vécu, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Mais c'est ça qui est génial et j'avais posé l'intention de me faire surprendre par la vie. Pour le coup, je me suis bien fait surprendre. Mais c'est aussi ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fait... Nos enfants, on a l'impression qu'en 1 an, franchement, ils ont pris 5 ans de maturité, c'est un truc de fou. Et ce que j'ai vraiment envie de délivrer comme message, moi, c'est un peu mon mantra, c'est carpe diem. Ça veut dire profite du jour présent. Parce que, eh ben, à la fin de notre vie, eh ben, souvent, on a des regrets de choses qu'on n'a pas osé faire. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de transmettre aujourd'hui, c'est d'oser, en fait. D'oser s'écouter, d'oser, même si autour de vous, forcément, il y a plein de gens qui vont vous dire que c'est complètement fou et que c'est complètement irresponsable, parce que des critiques et des jugements, on s'en est pris de tous les côtés. Mais on regrette pas, malgré des aléas qui nous sont arrivés ici en voyage, on regrette absolument pas parce que c'est une expérience qui nous a fait grandir et qui a fait grandir les enfants et ça leur ouvre aussi sur d'autres perspectives. Ils ont vu des locaux, ils ont vu aussi la pauvreté ici, ils ont vu plein de choses qu'ils n'auraient pas vues dans un contexte classique en France. Et ça permet de s'ouvrir sur le monde et ça permet énormément de grandir à l'intérieur. Donc si c'est un conseil que je dois donner, si c'est quelque chose qui vous appelle, foncez. Et puis vous trouverez des gens qui l'ont déjà fait parce qu'il y a énormément de familles là qui le font en ce moment
Donc des exemples de familles qui voyagent, il y en a des tonnes. Et ça permet aussi de s'entourer de personnes qui l'ont déjà fait et de rendre le chemin un peu plus facile. Hmm. Mais en tout cas, c'est un super message. Merci beaucoup. Et alors, pour finir, où pouvons-nous suivre tes aventures sur les réseaux? Oui, alors je suis très présente sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sur mon profil Elodie Jacques sur Facebook. Vous pouvez me retrouver aussi sous nos différents comptes sur Instagram, sur le compte de Ma Tribu Relax, sur le compte de la Tribu des Entrepreneurs Relax aussi, qui est notre compte dédié aux entrepreneurs qui font partie de notre réseau Ma Tribu Relax. Donc là, vous pouvez nous retrouver. Et puis, je suis présente aussi sur LinkedIn. Enfin, vous me retrouvez un peu partout, il n'y a pas de souci. Super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie qu'on ait réussi à faire cette interview malgré les aléas de ton voyage. Exactement, merci On a beaucoup, réussi, Sarah. on l'a fait. C'est ça. Merci à tous et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!